Bonsoir, Maître Marie Grimaud. Bonsoir. On est en live. Alors, comme d'habitude, je vais attendre quelques instants, le temps que les premières personnes puissent nous rejoindre. Ça monte assez vite. Ok. Donc, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous sur la page du Forum de l'enfance libre pour la suite de cette série d'entretiens autour de la pédocriminalité. C'est un sujet lourd, mais malheureusement tout à fait d'actualité, face auquel la réponse est encore trop souvent le silence, l'ignorance, le déni et le tabou. Pourtant, des milliers d'enfants et d'adultes sont concernés. Comme d'habitude, avant de présenter notre invité du jour, Maître Marie Grimaud, je fais un petit avertissement, puisque le sujet des violences sexuelles n'est pas un sujet anodin. En parler ou entendre parler peut réactiver des traumatismes. Si vous vous sentez déstabilisé, perturbé par ce que vous entendez, n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo et à y revenir plus tard. Toutes les vidéos seront disponibles en replay. C'est très important que chacun puisse respecter ses limites. Pour être orienté vers une écoute, de la documentation ou un accompagnement thérapeutique, des ressources gratuites vous sont proposées automatiquement en cliquant sur l'onglet « Contacter par message privé » sur la page Facebook du Forum de l'enfance libre. Vous pouvez également nous contacter directement par mail et nous vous redirigerons associationlenfancelibre@gmail.com. Bonsoir, Maître Marie Grimaud. Merci d'être Bonsoir. avec nous ce soir. Vous êtes avocate avec un parcours d'études en sociologie et criminologie. Vous avez fondé avec votre compagnon Rodolphe Constantino le seul cabinet en France qui travaille uniquement à la défense des victimes et défend la cause des enfants victimes de maltraitance. Dans votre cabinet, vous avez la particularité de travailler en équipe pluridisciplinaire avec des psychologues, psychiatres, pédopsychiatres, hypnothérapeutes et d'autres professionnels. Vous êtes par ailleurs avocate référente de l'association Innocence en danger. Maître Marie Grimaud, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci pour l'invitation. Donc, avant de commencer, voilà, j'invite tous les spectateurs qui nous regardent en live de ne pas hésiter à poser des questions en commentaire et je transférerai donc vos questions à notre invité du jour. Moi, je vais commencer avec une question basique, mais peut-être que les personnes qui nous écoutent ne connaissent pas. Quelle est la procédure habituelle lorsqu'un parent souhaite porter plainte pour son enfant qui a subi des violences sexuelles? Alors, je ne vais pas parler de procédure habituelle, je vais parler de réflexe. Un parent qui a un enfant à la maison qui va lui révéler des faits de nature sexuelle, que ça soit à l'extérieur des proches de la famille ou que ça soit à l'intérieur, je dirais, de la famille, va avoir pour réflexe d'aller à la police, de déposer une plainte en sa qualité de représentant légal, c'est le terme juridique. Et à partir de ce moment-là, le processus judiciaire va se mettre en place. Ça, c'est un réflexe que n'importe quel parent pourrait avoir. Il est vrai que ce réflexe, parfois, peut amener des situations très compliquées et qu'il faudrait quelque peu le modifier. Je pense que le premier des réflexes, lorsqu'un enfant vient faire une révélation, c'est de chercher à se rapprocher d'un psychologue ou un pédopsychiatre spécialiste des questions des violences faites aux enfants, des traumatismes chez les enfants, et de se rapprocher également d'un avocat spécialiste de l'enfance pour cheminer dans sa réflexion, dans sa compréhension, avant de se diriger vers, je dirais, l'institution judiciaire. Comment on choisit son avocat? En France, nous sommes très peu d'avocats entièrement tournés vers la défense des enfants et l'accompagnement des parents autour de la thématique des violences physiques et surtout sexuelles. Comme vous l'avez souligné, nous, notre cabinet ne traite que de cela. Nous avons à peu près 300 cas d'enfants actuellement gérés au cabinet. Très peu de confrères vont avoir, disons, une spécialité, mais beaucoup de confrères vont avoir une sensibilité. Vous avez la possibilité maintenant avec Internet, avec, je dirais, oui, la visibilité, vous allez pouvoir taper des noms d'avocats, noms avocats spécialistes enfants ou avocats enfants, et vous allez avoir des noms qui vont arriver. Après, le choix de l'avocat, c'est un lien de confiance qui se crée, c'est comme avec le thérapeute. Le thérapeute, pour notre voisin, est le meilleur des thérapeutes. Pour nous, il ne le sera pas nécessairement. C'est la même chose avec un avocat, c'est une rencontre. Et un parent, en général, arrive à sentir quand le professionnel en face de lui a un discours expérimenté.
Vous parliez d'abord d'aller voir un pédopsychiatre ou un psychiatre, ensuite de se tourner vers un avocat. Parce que donc vous parlez de cette machine judiciaire, à quoi un parent expose-t-il son enfant une fois que la machine en fait est lancée, s'il va directement porter plainte? C'est vrai que mon discours peut un peu décontenancer peut-être ceux qui nous écoutent. La machine judiciaire, c'est un terme qu'on emploie souvent, elle n'est pas très adaptée dans la prise en charge des révélations faites à l'enfant. Pourquoi? Parce que lorsque votre enfant va révéler des faits, c'est une révélation qui se fait toujours à minima. L'enfant va tester la capacité de l'adulte, son parent, un ami de son parent, à recevoir la parole qu'il a à délivrer. Et en fonction de la réaction de l'adulte, il va pouvoir continuer à dire ou à exprimer ce qu'il a pu ressentir, ou en tout cas une situation qui l'a mis particulièrement mal à l'aise ou qui l'a fait souffrir. Ça veut dire que si vous vous précipitez au premier mot prononcé par votre enfant va être immédiatement auditionné et cette audition, elle va se faire à minima, dans un temps qui ne correspond pas à un temps de l'enfant, de compréhension, de perception réellement de ce qui lui est arrivé et de comment il peut le verbaliser. Par exemple, nous au cabinet, nous recevons des enfants dès l'âge de 3 ans. Mmh. Les enfants à cet âge-là vont avoir un vocabulaire qui n'est pas un vocabulaire d'adulte. Ce ne sont pas des enfants qui vont vous prononcer le mot fellation, le mot pénétration. Ce sont des enfants qui vont avoir parfois un discours très imagé. Du serpent dans le dos, le serpent qui a fait mal aux fesses, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'on peut avoir. Ou du savon qu'il a eu sur le visage et du savon qui sort d'un zizi. Ce sont des propos qui vont amener et obliger l'adulte qui reçoit cette parole-là à ne pas s'arrêter au sens premier du mot prononcé par l'enfant, mais en fonction de la personnalité de l'enfant, de comprendre qu'est-ce qu'il dit, jusqu'à dans quelle gravité nous nous trouvons. Si vous vous précipitez dans un commissariat, dans une brigade des mineurs, l'audition va figer que ces premiers mots-là. Et ce sont souvent des mots qui ne permettent pas, à ce stade-là, de comprendre la gravité des actes que l'enfant a subis. Il faut savoir que dans une procédure judiciaire d'enquête, l'enfant n'est auditionné grand maximum que 2 fois. Mmh. C'est pour vous dire qu'on ne peut pas ramener tous les 4 matins l'enfant, dans le cadre de l'enquête, à être auditionné dès lors qu'une révélation nouvelle va se faire. C'est pour ça qu'il faut prendre un temps, et ce temps, vous l'avez, et il est nécessaire, et pour l'enfant et pour l'adulte, de bien comprendre que nous dit l'enfant, dans quel état psychologique il est, comment l'aider à faire sens et récit pour pouvoir être encore plus efficace lorsqu'il sera venu le moment de se tourner vers l'institution judiciaire. Mmh. Quelle est la spécificité de votre cabinet par rapport à cette prise en charge? Alors, nous, de notre expérience, nous avons pu mesurer tous les dégâts de ce processus judiciaire dans lequel se jettent immédiatement les parents. Et ces dégâts sont autant sur l'enfant, puisque c'est un enfant qui va être considéré à minima comme un enfant qui va parfaitement bien parce qu'il ne parle pas au moment de l'audition. Et donc, on renvoie les parents à une forme d'impuissance autour de cela. Ou pire des cas, un enfant menteur, puisque dès lors qu'il va avoir une deuxième parole qui vient à être un peu différente de la première, c'est fini pour lui, on ne voudra plus l'entendre. De ce constat-là, nous avons réfléchi avec des pédiatres, des pédopsychiatres, des psychologues. Nous avons réfléchi au sens de cette parole et quel est le temps de l'enfant. Et ce temps-là de l'enfant, nous avons décidé dans notre cabinet de le mettre en priorité sur le temps judiciaire. C'est-à-dire que nous, dans notre accueil de l'enfant, c'est toujours de se poser la question, OK, je vais accompagner l'enfant dans un dépôt de plainte, je vais à un moment donné être dans une demande d'expertise de l'enfant, mais est-ce que ce temps judiciaire-là est bien le temps de l'enfant? Pour ne pas rajouter du traumatisme chez cet enfant et surtout pour gagner in fine à de l'efficacité, puisque si le temps de l'enfant est le bon temps, c'est à ce moment-là qu'il faut mettre du judiciaire, parce que c'est à ce moment-là que nous serons efficaces dans la parole, dans ce qu'il y a à voir, dans ce qu'il y a à entendre chez cet enfant. C'est pour ça que dans ce cabinet
que nous avons monté, nous avons fait le choix de nous entourer de plusieurs disciplines de l'enfance, parce que nous ne sommes que des avocats, que si nous maîtrisons le temps judiciaire et l'impact que peut avoir ce temps judiciaire dans la prise en charge d'une dénonciation faite par un enfant, nous ne sommes pas des professionnels non plus de la psychologie de cet enfant. Il faut savoir que il y a, avec notamment les pédopsychiatres avec lesquels nous sommes amenés à dialoguer, ils font souvent une recherche au-delà de la parole de l'enfant de signes cliniques. Dans une expression d'un traumatisme, il y a plusieurs critères qui ont été répertoriés par la littérature médicale et scientifique, et que nous aussi, ça nous permet, en fonction des signes cliniques qui ont été relevés par ces professionnels, de comprendre que cet enfant qui finalement, quand nous le rencontrons, sourit, est en réalité un enfant envahi de flashbacks, est un enfant qui va être envahi de troubles et qui n'est pas dans la capacité à ce moment-là d'être auditionné. Nous, ça va être le signal en tant qu'avocat de se dire, d'accord, on ne va pas engager une plainte tout de suite, on ne va pas engager une audition devant un juge d'instruction tout de suite, nous allons patienter et nous allons laisser le thérapeute sécuriser l'enfant et dans son traumatisme et dans sa parole avant d'y retourner. Et c'est toute l'approche de notre structure, c'est de travailler main dans la main avec l'ensemble de ces professionnels et de permettre à ces familles d'avoir une prise en charge, je dirais, la plus complète possible. C'est comme, je vais vous donner un autre exemple, quand votre enfant est malade et que cela vous paraît grave, le premier réflexe, ça va être d'aller aux urgences, d'aller à l'hôpital. Quand vous allez aux urgences, vous allez faire confiance et vous allez dans un lieu où vous savez qu'il va y avoir plein de professionnels différents et que l'ensemble de ces professionnels vont pouvoir travailler main dans la main pour découvrir comment aider votre enfant, faire un diagnostic sur votre enfant. En France, il n'y a pas de structure en tant que telle qui existe pour accompagner un enfant. Nous avons des instituts de victimologie, par exemple, mais qui ne sont que dans la prise en charge psychologique, thérapeutique de l'enfant. Nous essayons, nous, à travers notre cabinet, d'être un peu comme cet hôpital, c'est-à-dire l'enfant, nous le prenons en charge. Nous sommes là pour faire un premier diagnostic d'urgence sur où est-ce qu'il en est, où est-ce que sa famille en est, dans quelle gravité et possibilité d'infraction nous sommes. Et grâce au travail des étages supérieurs, je dirais, des disciplines annexes, nous allons pouvoir être plus efficaces dans la compréhension et l'orientation de cet enfant. Peut-être on peut partir d'un exemple concret. Je vais reprendre l'exemple que vous m'aviez donné lorsqu'on s'était parlé au téléphone, des parents séparés qui ont une garde alternée. La petite fille qui dit à sa maman un jour papa m'a gratté la nénette, et la mère qui vient vous voir alors au cabinet. Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les premières choses qui se passent? Quand je vais recevoir, alors en général sur un premier ou un deuxième rendez-vous, je demande à ce que l'enfant ne soit pas là, pour pouvoir appréhender totalement la parole et absorber l'émotion de cette maman, puisqu'elle va d'abord être dans l'émotion lorsqu'elle va arriver à mon cabinet. Je vais demander à la maman, premièrement, de me restituer effectivement, et elle va le faire d'elle-même, la parole de l'enfant. Elle va m'expliquer quel est le contexte de la séparation. Et c'est là où moi, je vais devoir prendre le temps de comprendre quelle est la dynamique de cette famille. Quelle était la dynamique de cette famille avant la séparation et quelle est la dynamique de ce couple parental dans le cadre de cette séparation. Il m'est nécessaire de comprendre dans quel milieu vit cet enfant, mais quand je parle du milieu, c'est du milieu psychique, du milieu affectif, pour éventuellement comprendre s'il y a des enjeux, quelles sont les représentations à l'œuvre possibles dans ces familles, quels sont tout simplement les mots utilisés, parce qu'un enfant va nommer zézette, pépette, cocotte. Il y a tout un discours que je dois, moi, apprécier et que je dois absorber pour bien identifier ce à quoi réfère l'enfant. J'ai besoin aussi, parfois, dès lors qu'on est dans des suspicions de climat incestuel, d'aller jusqu'à aborder la sexualité aussi ancienne de ma cliente ou de mon client, parce qu'il y a aujourd'hui suffisamment d'études scientifiques, de vignettes cliniques qui nous permettent
de tracer à gros traits des personnalités de père ou de mère incestuels, de mécanismes de prédation lorsque nous parlons de pédophiles à l'extérieur de la famille. Et moi, ce sont autant d'éléments que je vais chercher à percevoir à travers le discours, la retranscription qu'aura ma cliente, pas que de son enfant, mais de l'intégralité de l'environnement de l'enfant. Et puis, je vais beaucoup interroger cette maman sur comment est votre fille, votre petit garçon, quelles sont ses habitudes alimentaires, scolaires, sociales. Je vais également l'amener à s'interroger sur est-ce que vous avez pu, au cours des derniers mois, constater des problèmes de sommeil, des problèmes d'encopresie, d'énurésie. Je vais aller chercher des petites cases de clinique qui pourraient faire du sens sur le plan traumatique. Et les parents n'ont pas du tout conscience de ça. C'est-à-dire que cette mère, quand elle va venir à moi, elle va venir avec une parole. Une fois que cette parole, elle l'a entendue, il y a une forme un peu d'anesthésie. Elle va être en difficulté pour voir son enfant, se remémorer quel est son enfant. Et surtout, elle ne va pas à ce stade-là faire le travail de se souvenir comment était son enfant dans les dernières semaines. Et c'est à moi de l'amener. Parce que souvent, ces mères ou ces pères vont me dire « Ah, mais maintenant que vous me dites, effectivement, j'ai remarqué que depuis telle date, elle ne mange plus, ou en tout cas c'est plus difficile, ou j'ai ce que je comprenais être un caprice alimentaire, finalement avec ce que vous me dites, je peux m'interroger, ce qui moi va me permettre non seulement d'identifier un mal-être, où est-ce qu'on en est potentiellement dans l'expression du traumatisme chez l'enfant, ça va m'alerter aussi sur la capacité du parent à voir, à entendre son enfant, et est-ce qu'on est encore dans un stade de déni. C'est quoi le déni chez les Déni, parents? c'est un parent qui va pouvoir vous restituer la parole d'un enfant en disant « Elle m'a dit ça, que son père, qu'un animateur, lui fait des chatouilles, qu'elle n'aime pas, mais elle n'arrête pas de m'en parler. Mais bon, après, je la trouve extrêmement désagréable. Je trouve qu'elle se touche beaucoup la bébête, ou un petit garçon, il n'arrête pas de se toucher le zizi, de se masturber, sans jamais que ce qu'ils peuvent constater chez leur enfant vienne faire émerger une inquiétude ou un questionnement sur ce que l'enfant cherche à dire. Et quand vous, professionnels, vous allez dire peut-être que nous sommes dans une hypothèse d'exposition à une sexualité, ça va entendre, mais ça ne va pas faire sens. Et cette notion de déni chez les parents, alors quand bien même ils vont me consulter à mon cabinet qui font cette démarche-là, il y a la première étape de se dire mon enfant parle, il faut peut-être que je fasse quelque chose, et la deuxième étape qui est celle de se laisser aller dans cette compréhension-là, c'est d'autoriser l'enfant à tout dire, parce que tout dire, c'est aussi tout recevoir et être en capacité de tout absorber et de faire la part des choses entre ses émotions et ce que peut ressentir l'enfant. C'est en ça que je parle parfois de déni. Le déni, c'est pas forcément ne pas entendre ou ne pas voir. Le déni, ça peut être aussi ne pas vouloir tout entendre et ne pas vouloir tout percevoir et tout voir. Et c'est là où moi, je dois faire attention au niveau de compréhension où se trouve le parent à ce moment-là, parce que mettre en route une procédure judiciaire, c'est extrêmement violent. Ce sont des temps rapides, et quand vous êtes face à des policiers, ça ne va pas par quatre chemins sur les questions que ça pose. Et donc, il faut que mon client et son enfant soient dans une capacité déjà de compréhension de ce qui se passe, de verbalisation et de résistance face aux épreuves juridiques et procédures qui vont les attendre. Comment vous faites quand l'enfant est... vous recevez la mère et vous vous rendez compte que l'enfant est en danger? Dans un danger, je ne sais pas si on peut... Normalement, il y a différents types de dangers, mais là, vous sentez qu'il y a un danger qui est peut-être imminent. Est-ce que vous pouvez agir? Vous avez la possibilité de faire quelque chose? Alors, il faudrait me préciser la question. Qu'il est en danger avec le parent qui vient me consulter, ou qu'il est en danger s'il retourne chez l'autre parent, par exemple? Qu'il est en danger, les deux. On va faire l'une après l'autre, mais s'il est en danger pour retourner chez l'autre parent. Alors, il faut savoir que on peut amener, dès lors qu'on sent que, à partir des éléments que nous donne ce parent, si moi j'évalue un potentiel énorme traumatisme, une parole qui me semble suffisamment construite,
et une maman ou un père en très grande difficulté pour avancer vite dans la prise en charge de l'enfant et pour comprendre les tenants et aboutissants de ce qui est en train de se passer, je peux, dans ce cas-là, conseiller très vivement et amener ce client à déposer immédiatement une plainte parce que ça sera le seul moyen en fait, de le protéger juridiquement d'une non-présentation d'enfant. Si la question c'est de me demander si moi je peux signaler auprès d'un procureur de la République, la réponse est non. J'ai un secret professionnel absolu. Mon travail, il est de toute façon, je ne suis pas en qualité de citoyenne quand je reçois ces gens, je suis en qualité d'avocat, de professionnel. Mon devoir est de conseiller avec le plus d'objectivité possible ces gens sur les décisions, sur leurs responsabilités à prendre. Il y a parfois des situations particulières. Par exemple, quand ce sont des oncles, des tantes, j'ai parfois des grands-parents qui viennent à mon cabinet en me disant je suis témoin auprès de ma petite fille, grandit avec mon fils et ma belle-fille. Je trouve que ma petite fille a des comportements très sexualisés. J'ai essayé d'en parler avec ses parents, rien ne fait, je ne sais pas ce qui se passe avec eux, peut-être que c'est à l'école, en tout cas, les parents sont dans l'incapacité de voir que ma petite fille va très mal. Dans ces cas-là, il faut savoir que ce tiers-là ne peut évidemment pas déposer une plainte puisqu'il n'est pas le représentant de l'enfant. Il y a un problème avec le micro, on vous entend pas. Ah, c'est bon. Voilà, il faut bien que vous soyez proche, ouais. Donc, dans ce moment-là, en fait, comme c'est une qualité de tiers, ce n'est pas un représentant de l'enfant, il ne peut pas déposer une plainte. Il a deux solutions, soit de dénoncer par des plateformes type 119, etc., qui sont des plateformes qui ne permettent pas, à mon sens, d'être dans une réaction immédiate et permettre une protection rapide de l'enfant. Donc là, je suis amenée à rédiger des dénonciations que je remets dans les jours qui vont suivre directement sur le bureau du procureur ou par l'intermédiaire d'un mail. C'est une procédure un peu particulière, voilà, où je vais accélérer le processus de dénonciation. Mais il faut toujours qu'un tiers, ou en tout cas un représentant légal, me sollicite directement pour faire valoir une situation. Ok. Vous parliez tout à l'heure du parent et du rôle qu'il a pour la parole de l'enfant qu'il va transmettre au niveau de la justice. Comment vous savez que l'adulte sera capable de porter la parole de l'enfant lorsque la plainte est mise en route? Alors, il est vrai qu'il y a cet aspect extrêmement important, puisque dans le processus judiciaire, l'audition de l'enfant reste un temps judiciaire extrêmement court. Nous le critiquons depuis des années. Les auditions d'enfants sont en général mal menées. Donc, ça veut dire que les déclarations de l'enfant, les révélations, les dénonciations de l'enfant vont être intégralement portées par la parole de son représentant légal, qui est son parent, père ou mère. Toute la crédibilité de l'enfant va se jouer, s'appréhender par les enquêteurs à travers de la crédibilité du parent. Et c'est là où l'avocate que je suis va devoir être très attentive à, je dirais, le potentiel de crédibilité que peut dégager ce parent. Pour être très concrète, pour qu'un parent puisse correctement porter la parole de son enfant, il va falloir un travail très important avec ce parent de différenciation de ce qui va être son émotion et de l'émotion et du ressenti propre de l'enfant. Je m'explique. Un enfant de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans va relater une agression sexuelle avec des mots qui n'ont rien des mots d'adulte. À travers le jeu, en général, nous sommes peu sur des notions de violence. Je parle dans des violences sexuelles plutôt quotidiennes et communes. Donc, l'enfant va exprimer il m'a fait pipi sur moi, il m'a fait pipi dans la bouche, j'ai pas aimé. L'adulte va retranscrire ça avec son intellect et sa maturité dans il lui a fait une fellation, il lui a fait mal ou il lui a fait une sodomie. Et tout cela, il va se l'analyser avec ses représentations et son expérience d'adulte. C'est-à-dire qu'une mère va se dire, mais moi,
j'ai peut-être à connaître dans le passé, en tout cas d'un acte de fellation que je n'ai pas voulu et qui a été très douloureux pour moi, avec toute une palette d'émotions, de sensations autour. Et cette mère ou ce père, inversement, va calquer ses ressentis, ses émotions, ses répulsions sur l'enfant. Et ça, c'est quelque chose qui est dramatique, parce que les sensations, les émotions d'un enfant demeurent au niveau d'un enfant, ne sont pas du tout à l'identique d'un adulte, parce qu'un enfant de cet âge-là, et je crois que dans votre forum, vous avez pu recevoir des professionnels comme Hélène Romano ou autres, donc vous avez peut-être eu d'autres discours, mais l'enfant, un traumatisme va naître d'une situation, d'une exposition sexuelle qu'il a endurée dans son corps, mais qu'il n'a pas pu appréhender, en tout cas mettre en mots, mettre en sens et en récit, ce qui va faire que son corps va vivre quelque chose durement sans qu'il ait la capacité de l'absorber. D'où la nécessité d'une prise en charge thérapeutique. Ça veut dire aussi que l'enfant va réagir en termes de traumatisme et de sensations à hauteur de ce qu'il a pu percevoir et de ce qu'il a pu ressentir avec son niveau de maturité et de son âge, tout simplement. Ce qui est très loin, parfois, des perceptions, et je dirais même souvent des adultes. Or, quand un parent n'est pas prêt, il va arriver dans le cadre d'une audition avec une enquête en disant « ma fille m'a parlé de fellation et elle a ressenti du dégoût ». Et là, on va avoir en fait un plaquage du ressenti et de l'émotion du parent sur l'enfant. Et c'est ce qui va faire que le dossier va s'effondrer derrière. C'est ce qui va faire que les policiers, de manière générale, vont dire « nous sommes dans un cadre d'aliénation parentale ». C'est un terme qui revient souvent et qui n'est utilisé d'ailleurs qu'en France. Nous sommes dans un cas d'un parent qui est rempli de fantasmes. Ça, c'est aussi quelque chose que nous avons dans des dossiers. Bref, parce que, évidemment, que les enquêteurs savent qu'un enfant ne peut pas tenir un tel propos, vont juste analyser la parole du parent comme un parent pas du tout crédible et qui a juste rien d'autre à faire en réalité que d'aller dans un commissariat pour déposer une plainte. Voilà le raisonnement. Ces enquêteurs ne vont pas se dire que c'est un parent qui est dans un état de choc, un état de sidération qui fait qu'il n'est pas encore dans la capacité de prendre de la distance, d'individualiser les émotions de son enfant et les siennes. Et ça, c'est classique dans ce type de situation. Comment vous protégez finalement l'enfant de, alors j'emploie le mot usurpation, mais de la parole, de sa parole par des adultes? C'est là où l'avocat doit apprendre à être patient et que l'avocat doit apprendre à dialoguer et à ne pas se comporter comme étant le seul sachant dans ce type de situation. L'accompagnement de l'enfant, il va être... moi, je ne vais recevoir pas les enfants tout de suite. Je ne suis pas la bonne professionnelle pour cela au départ. La prise en charge de l'enfant, elle va se faire par des vrais spécialistes, par un pédopsychiatre. Nous orientons les enfants vers des professionnels avec lesquels nous estimons que le travail est suffisamment sérieux et avec beaucoup d'expérience pour prendre en charge ces enfants. Ces pédopsychiatres vont dans un premier temps faire ce qu'on appelle une évaluation pédopsychiatrique. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de comprendre, avant de chercher le sens de la parole de l'enfant, faire un travail plus poussé que celui que j'ai fait en cabinet avec les parents, c'est de refaire toute l'évolution de l'enfant depuis sa naissance, à quel âge il a commencé à marcher, à quel âge il a commencé à parler, voir à quel stade d'évolution psychique, affectif et moteur se trouve l'enfant. Et voir dans la chronologie où il y a eu des décrochés pour déjà commencer à regarder où est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose qui ressemblerait à un traumatisme. Et donc, toute cette évaluation pédopsychiatrique va inclure les parents, mais va surtout, à un moment donné, inclure l'enfant. Et c'est là où ce professionnel du traumatisme va pouvoir mieux recevoir la parole de l'enfant, puisqu'il en aura déjà une connaissance de l'enfant extrêmement complète. Donc, il va pouvoir très vite interagir avec cette personne et mieux analyser sa parole. Une fois que cette évaluation est faite, il appartient à ce professionnel, et ça arrive souvent dans nos dossiers, qu'il décide qu'au regard de toute la clinique qu'il a vue et de la parole de l'enfant, lui-même va procéder à un signalement, puisque c'est une obligation chez les médecins. Dès lors que ce signalement est réalisé, il en informe les parents, et moi, les parents en retour m'informent que le pédopsychiatre réalise un signalement, ce qui va être pour moi le signal de départ
pour enclencher également la procédure judiciaire. Donc ça, c'est toute la prise en charge de l'enfant. Et dans le même temps, j'enjoins souvent à mes clients adultes de se rapprocher de plusieurs, un ou deux ou trois psychologues avec lesquels nous pouvons être en réseau pour comprendre quelles vont être les étapes. Non pas judiciaires, les étapes de la libération de la parole de leur enfant. Oui. Oui. Oui, vous parliez tout à l'heure qu'au départ, l'enfant, il parle à minima. Et on n'a pas abordé ça, en fait. Pourquoi un enfant ne dit pas tout au départ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il faut savoir qu'un enfant, son rôle premier dans la vie vis-à-vis de ses parents, c'est de faire en sorte de les satisfaire. Et que dès lors qu'il a vécu quelque chose qui le gêne et pour lequel il ne fait pas sens, il ne va pas se restituer tout ça à ses parents parce qu'il a peur de les décevoir. Il n'y a pas forcément de logique à cela. Beaucoup d'enfants expérimentent ça. Et puis, l'enfant, il va avoir besoin, parce que son rôle premier, c'est de satisfaire et de protéger ses parents, il va avoir besoin de savoir, voilà, j'ai commencé à dire par maman que, voilà, papa ou l'animateur ou grand-mère, j'ai aussi des situations où ce sont des grand-mères qui agressent, m'a fait des chatouilles, j'ai pas aimé. Ça va être que ça. Soit le parent va dire, oh, bah, écoute, tu lui dis la prochaine fois qu'il ne te chatouille pas. Le signal donné à l'enfant, c'est bon, c'est pas grave. Il va attendre et puis un autre épisode va intervenir et il va réessayer. Inversement, un parent va dire, oh là là, ça me regarde pas quand tu es avec ta grand-mère ou avec ton père, ça ne me concerne pas. C'est une fin de non-recevoir. Ou alors aussi des réactions, mais comment ça, il t'a fait des chatouilles et une surexcitation de l'adulte et éventuellement des larmes parce que cet adulte a aussi son propre passé, peut-être aussi des drames qu'il a pu subir. Bref, ce sont autant de moments de réaction qui peuvent paralyser l'enfant parce qu'il va sentir que son parent va être fragile sans qu'il se mette ce terme-là dans son esprit. Nous disons que les enfants sont des éponges. Il va ressentir en tout cas une impossibilité chez son parent de pouvoir dire quelque chose. C'est pour ça qu'il donne toujours au début quelques mots, quelques petits ressentis. Donc il y a cette réalité-là. Il y a une deuxième réalité, c'est que plus les enfants sont jeunes, plus les enfants vont être dans des expositions à des situations sexuelles sans qu'ils puissent y mettre du sens. Je parle à des enfants qui sont par exemple en maternelle. Moi, j'ai des situations d'enfants qui ont 2 ans, qui vont verser du savon sur le zizi de papa, par exemple, sans qu'ils puissent dire autre chose et vous dire ça en rigolant. Parce que il n'y a aucune connaissance de sexualité à cet âge-là, que nous nous trouvons dans des moments de maturité sexuelle qui sont différents en fonction de l'âge de l'enfant. On a les 3 premières années de vie, puis après on a jusqu'à l'âge de 7 ans. De 7 ans à 11 ans, on est sur une phase de latence sexuelle où l'enfant n'est pas du tout alerte autour de son corps, de la conception de son corps. Bref, différentes étapes chez l'enfant vont faire que de toute façon, le sens n'est pas suffisant et sa compréhension n'est pas suffisante pour se dire, tiens, il va falloir que j'en parle à un adulte. Donc, ce sont quand même 2 obstacles importants. Ces obstacles, ils se lèvent parce que, et c'est le rôle d'un parent, et je le dis, le premier des protecteurs reste le parent, dans une notion de sensibilisation de son enfant. Comme vous apprenez à votre enfant qu'il ne faut pas traverser la rue lorsque le bonhomme est rouge, vous devez enseigner à votre enfant que son corps lui appartient, que seule maman ou papa, dans certains cas, doivent pouvoir approcher le corps, que le médecin, que vous délimitez en fait les règles autour de ce corps-là. Il ne vous viendrait pas à l'esprit de ne pas avoir un discours auprès de votre enfant sur oui, vas-y, traverse la rue, je ne regarde pas, ça ne me touche pas, et puis on verra ce qui t'arrive. Voilà, tout ce qui relève du corps de l'enfant, c'est la même chose. Et parce que vous allez sensibiliser votre enfant tôt à cette thématique du corps, plus vous permettrez à votre enfant, dès lors qu'il va subir une agression ou une exposition à une situation sexuelle, identifier cette situation comme anormale. Et donc, vous en parlez. Ok, et donc ça, c'est le point de départ. Et vous, quand ils arrivent au cabinet, qu'ils ont vu le pédopsychiatre avant qu'ils ont enclenché cette libération de la parole, est-ce que vous recueillez aussi à un moment donné en tant qu'avocate la parole de l'enfant? Alors,
La personne, on va résumer parce que c'est vrai que parfois je fais un peu des digressions. Je suis désolée en fonction aussi des questions que vous me posez. Pas de souci. On va prendre papa et maman viennent au cabinet avec leur enfant parce que au moins tout le monde s'y reconnaîtra parce que on dit toujours maman et son enfant. Il y a parfois des papas avec leur enfant. Je crois que vous aurez peut-être un jour un thème sur ça, mais des femmes pédophiles ou des femmes Oui, dans les tests. c'est le prochain, la prochaine capsule sera sur la pédophilie féminine. Oui. Donc, moi, je vais prendre comme exemple un enfant qui a subi une agression sexuelle ou un viol dans le cadre d'une école. Ces deux parents viennent à mon cabinet puisque leur enfant leur a donné deux, trois choses. Il ne veut plus aller à l'école, il ne veut plus les centres de loisirs, et puis ça lui gratte le corps, et puis l'animateur qui n'aime pas, et puis il gratte la zézette, rien ne va. Mais ils ont quelques paroles en disant qu'ils suspectent chez leur enfant une agression sexuelle. La première des choses, c'est tout le processus d'entretien que je vous ai dit. Je vais les orienter vers des bons professionnels pédopsychiatres qui vont faire une évaluation et les parents qui puissent être pris en charge par des psychologues pour les aider à affronter éventuellement les différents paliers de verbalisation de leur enfant, de ce qu'il a pu subir au sein de l'école. Ce sont des phases qui peuvent prendre 1 ou 2 mois, qui peuvent en prendre 6 ou 8 en fonction des configurations des parents que j'ai et de l'enfant qui rencontre les professionnels. Quand tout ça se fait en même temps, moi, toujours dans ce même temps-là, je suis en lien avec mes clients. Je peux parfois aussi être en lien avec leur accord, avec le psychologue, avec le psychiatre au besoin, pour mieux comprendre où nous en sommes et ne pas réfléchir ou en tout cas orienter inutilement mes clients vers une préparation à une plainte. Quand tout ce monde est coordonné et que tout le monde a plus ou moins fait le chemin qu'il avait à faire, je reprends la main et j'accompagne mes clients dans un processus de plainte. Mais ils sont prêts. Non pas qu'ils ont appris un discours, c'est qu'ils sont prêts psychiquement à pouvoir affronter une situation de retranscription de la parole, à expliquer quelles ont été les étapes, à expliquer comment ils ont pu mettre du sens, autant d'éléments qui sont nécessaires pour des enquêteurs. Je vais, moi, ne recevoir l'enfant que lorsque nous sommes dans un cadre très particulier, que ce qu'on appelle une instruction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plainte est déjà traitée, que les enquêteurs estiment qu'ils ont besoin de plus de temps pour travailler et qu'un juge d'instruction est saisi. Ce qui vient officialiser la place de l'avocat, puisqu'il faut savoir que l'avocat, dans tout ce qui est phase de l'enquête préliminaire, officiellement, je ne peux pas accompagner, moi, un enfant dans le cadre de son audition. L'enquête préliminaire est secrète et le rôle de l'avocat est extrêmement à la marge. Le mis en cause, lui, a son avocat à un peu tous les stades. La victime, en tout cas, et le plaignant, malheureusement, non. Donc, moi, mon rôle va être effectif et efficace quand il y a un juge d'instruction. Et à ce moment-là, je rencontre l'enfant. Je vais lui expliquer, j'ai mis en place avec un pédiatre et un pédopsychiatre tout un langage en fonction de l'âge. J'ai pas mal de Playmobil, j'ai le commissariat Playmobil, on a construit des petits meubles pour jouer les magistrats. Je reçois l'enfant et je lui explique qui je suis, pourquoi souvent papa et maman m'appellent le soir au téléphone ou qui peuvent rester longtemps au téléphone avec moi. Je lui explique pourquoi on est là et tout ce qui va se passer. Je ne multiplie pas les échanges avec l'enfant puisque dans l'enfant, je vais être un peu comme l'image du policier, de celui qui est un peu le super protecteur. Et il a pour le moment besoin que de cela en réalité. Je vais être beaucoup dans l'échange avec l'enfant. Lorsque, par exemple, nous arrivons en cour d'assises et avec Rodolphe Costantino, nous amenons des enfants à déposer en cour d'assises quand ils ont 9-10 ans. Et là, on a tout un travail, on a toute une démarche avec eux et en présence d'une psychologue pour nous aider à faire ces phases-là. Donc, je ne suis pas l'interlocutrice principale de l'enfant. Disons que le maillage de tous les, je dirais, professionnels autour de moi fait que finalement, je connais autant l'enfant que si je l'avais rencontré. Et je ne viens le rencontrer que dans des moments très précis ou lorsque, quand ils sont plus grands, il fait la demande de voir son avocat, tout simplement. Ok. Et là, on a parlé des petits-enfants et pour les enfants en situation de handicap qui n'ont pas la possibilité de verbaliser, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oui. Comment vous faites? Est-ce qu'il y a des outils qui sont utilisés? Oui, alors, il n'existe pas, j'avais un
un enfant atteint d'un syndrome d'Asperger assez lourd, qui a été Donc, victime. c'est un trouble du spectre autistique. Hein. Exactement. Qui a été victime de viol au primaire, lorsqu'il était de CP en CE2. Et ce n'est pas le seul, il y a plusieurs enfants. Hein. L'enceinte scolaire, il y a quand même beaucoup d'enfants qui ont des AVS, etc. Donc, on peut très souvent rencontrer un enfant en situation de handicap ou de difficulté. Dans ces moments-là, je vais énormément discuter avec les parents sur quelles sont, eux, leurs modalités de langage, d'interaction avec leur enfant. La plupart du temps, ce sont des enfants que je vais diriger vers des spécialistes, pas seulement du traumatisme, mais également je dirais, de l'handicap, de la sphère autistique, etc., pour permettre une évaluation qui va servir de justificatif à refus d'audition. Mmh. C'est-à-dire que moi, mon discours avec les parents, c'est toujours de dire oui, il faut que la justice se fasse, mais jamais au détriment de votre enfant. Votre enfant n'est pas en capacité, ou alors avec les professionnels, nous estimons que votre enfant est dans une situation où là, c'est compliqué pour lui. Je ne demanderai pas l'audition, j'aimerais votre accord, mais oui, là, on ne va pas l'auditionner. Le juge demande l'expertise de votre enfant. Vous êtes en droit de dire non. Voilà, la justice ne peut pas se faire en rajoutant de la violence. C'est aussi moi mon rôle que de protéger et d'identifier ces moments-là. Il s'avère qu'avec cet enfant-là, il était nécessaire à un moment donné de l'auditionner, tellement l'effet qu'il donnait était extrêmement grave et qu'un signalement ne suffisait pas. J'ai pris sur 5 semaines, j'avais informé le juge d'instruction que l'audition se ferait, mais qu'il me fallait au moins 5 semaines de temps de prise, de créer une interaction avec ce garçon. Et j'avais dit que si l'interaction ne se faisait pas, je serais dans l'obligation de faire renoncer à l'audition pour les motifs que je vous ai exposés. Il s'avère qu'avec ce garçon qui avait 9 ans à l'époque, à ce moment-là, il est fan de Lego. Et on va pouvoir, et c'est l'avantage d'avoir des enfants moi-même, je vais pouvoir interagir avec lui sur ce monde de Lego-là. Et on va pouvoir parler des faits à chaque fois en lançant ses Legos contre le mur, en hurlant dans la pièce. Je vais adopter les mêmes mots et les mêmes attitudes que lui. Et c'est ce qui va permettre notre relation à tous les deux. Je vais avoir une chance extraordinaire, c'est que le juge d'instruction à l'époque va me recevoir en amont de l'audition de cet enfant et va me demander quelles sont les conditions pour pouvoir auditionner, de quoi cet enfant a besoin et comment je suis rentrée en interaction avec lui. Et parce que la justice, souvent je dis qu'elle dysfonctionne, mais parfois elle fait des choses extraordinaires. Nous nous sommes retrouvés avec cet enfant, ce juge et moi dans ce cabinet, assis par terre. Le juge avec nous et à jeter ses Legos dans tous les sens et à crier dans tous les sens. Permettre à cet enfant de dire ce qu'il avait à dire. L'accusé est nié et il a fini à la cour d'assises par révéler la condamnation a été lourde. C'est pour vous dire que voilà, je me suis un peu égarée, mais j'avais besoin de dire qu'il y a aussi des expériences positives en justice, mais qu'il faut savoir prendre le temps et que beaucoup d'enfants en situation de handicap ne sont pas en capacité de verbaliser. Il va falloir apprendre aussi leur langage parce que souvent, le traumatisme et surtout l'agression peut passer par autre chose que le langage verbal. C'est ce qu'on appelle le non-verbal. Oui. Et on est capable aujourd'hui de les diagnostiquer et c'est à nous, en tant qu'avocats, de l'amener en justice sur le non-verbal. Et je vous invite, pour ceux que ça intéresse, à aller voir le live qu'on a fait avec Marie Rabatel, une femme autiste qui se bat pour les enfants en situation de handicap, notamment sur les violences sexuelles sur mineurs. Aujourd'hui, donc, vous avez réussi finalement à accéder à cette parole de l'enfant. Aujourd'hui, comment sont formés les avocats au recueil de la parole de l'enfant ? Eh bien, il n'y a pas de formation. Ou très peu. Très, très peu. Il faut savoir que lorsque vous êtes, avant d'être avocat, vous avez 18 mois d'école. Hein. Vous n'avez aucune formation, notamment en psychologie,
rien sur les mineurs, c'est-à-dire que vous pouvez faire 18 mois de formation, devenir avocat du jour au lendemain, et vous ne savez toujours pas comment accueillir un enfant, une victime dans votre cabinet. Il faut savoir aussi, en tout cas à Paris, c'est une réalité, les avocats détestent être avocat de victime. C'est pas glorieux d'être avocat d'un enfant et d'être surtout avocat d'un enfant de victime. Ce n'est pas glorieux, ce n'est pas rémunérateur, c'est une spécialité qui est difficile, qui demande beaucoup de réflexion. Il y a beaucoup d'échecs, puisque ce sont des procédures qui sont difficiles à mener. Bref, très très peu d'avocats s'intéressent à tout cela. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un niveau plus que médiocre, je dirais même honteux, chez mes confrères sur quelle peut être la psychologie d'un enfant, quelle est la dynamique d'un traumatisme, qu'est-ce qu'une parole d'enfant. Nous critiquons, et je critique souvent le peu de formation des magistrats, mais les avocats sont en première ligne, je dirais, de cette faillite-là, je dirais, en termes de formation. Mais parce que aussi, nous n'avons pas pour habitude, les avocats comme les magistrats, de travailler en pluridisciplinaire. Tout est cloisonné en justice. L'expert psychologue ne parle qu'à des psychologues, le magistrat ne travaille qu'avec des magistrats, l'avocat n'est que avocat et ne parle qu'avec des avocats. Et c'est ce cloisonnement-là qui fait qu'on ne peut pas comprendre la parole d'un enfant. Pour comprendre la parole d'un enfant, il faut et avoir l'esprit d'un avocat, et l'esprit d'un magistrat, et l'esprit d'un psychologue, et l'esprit d'un pédiatre. Il faut tous ces gens-là, en fait, pour comprendre la parole. C'est ce qui est le plus dur à comprendre. Un adulte va être capable, une femme adulte victime ou un homme victime va être capable. Disons qu'il va plus identifier quels sont les mots, quels sont les récits pour pouvoir amener chez son interlocuteur à avoir du sens. Il va être capable de voir dans le regard de son interlocuteur, dans ses mimiques, à quel moment il comprend et à quel moment il ne comprend pas. L'enfant n'a pas ça. L'enfant ne va pas pouvoir déterminer ça et l'enfant ne sait pas quel est le champ lexical à utiliser, puisque c'est un champ lexical qu'il ne connaît pas. Donc, il faut tous ses cerveaux pour la comprendre, la parole d'un enfant. Et c'est pour ça qu'elle est souvent, je dirais pas mal comprise, elle est tout simplement piétinée. Parce que quand un enfant va vous dire moi, il y a du savon, j'ai vu du savon sortir du lit de papa, j'ai des magistrats dire non, mais voilà, comme si du savon, enfin, qui vont ne pas comprendre que derrière le discours imagé très puéril, mais nous parlons d'enfants, il y a une réalité sexuelle et ils vont balayer ça. Mais ça, c'est un manque d'expérience, c'est un manque de connaissance. Il y a une question de Camille qui demande qu'est-ce qui est considéré comme une preuve par la justice lorsqu'il y a abus sur un enfant. Ah, bah là, il y a deux preuves. Il y a la preuve médicale, qui est celle... matérielle, c'est ça? Alors, oui, alors, matériel médical, ça va être celle de l'hymen déchiré, de la béance anale, de la fissure anale, parfois de maladies sexuellement transmissibles. Ça, c'est considéré classiquement comme une preuve, à tort, je pourrais m'en expliquer. Et il demeure après l'aveu de celui qu'on met en cause, même si j'ai toujours des très bons confrères en défense pour pouvoir revenir sur ces aveux-là. Mais le problème, c'est que toutes ces affaires-là ne sont abordées que sous la recherche de ces preuves-là. Alors, c'est que faire fausse route, puisque, et notamment dans les pays anglo-saxons, il y a d'autres modes de preuve. Le corps de l'enfant peut aussi parler à travers toute une somatisation. Tout ce qui est les TOC, les tics, les flashbacks, tout ça, c'est ce que j'appelle, moi, des signes cliniques. Ils sont répertoriés à l'international. Enfin, tout le monde est parfaitement au courant, sauf nous en France. Aujourd'hui, il serait largement possible de faire une expertise que sur des signes cliniques, c'est-à-dire reprendre les étapes d'évolution de l'enfant et de dire, OK, là, on a énurésie, là, on a trouble alimentaire, là, on a TOC, là, nous avons 7 points cliniques qui permettent de converger vers une suspicion forte d'agression sexuelle. Là, on serait intéressant.
Pourquoi la preuve médicale, permettez-moi de le dire, n'est pas probante? Parce que, et beaucoup de gynécologues obstétriciens vont pouvoir vous le dire, il peut y avoir des pénétrations d'enfants sans déchirure de l'hymen. Voilà. Ça, on remonte sur un mythe très moyenâgeux. L'hymen ne part que lorsqu'il y a pénétration. Non. Et c'est pas connaître du tout quelle est la réalité, je dirais, de cette pédocriminalité-là. Nous avons des agresseurs qui ont parfaitement conscience de ce que peut être une preuve médicale et, je dirais, l'arrêt de mort de ces preuves-là. Hélène Romano disait que dans 90% des cas de violences sexuelles, il n'y a pas de preuve matérielle, c'est-à-dire de preuve médicale chez l'enfant. Non. Donc c'est énorme en termes de pourcentage. Et parce que quelle est la preuve d'une fellation? Absolument. Voilà, les enfants le disent. Un enfant va parler d'une pénétration, d'une piqûre, d'un morceau de bois qui a fait mal, mais ce n'est pas la première sensation qui va leur rester. Donc, ce sont essentiellement des pénétrations digitales qui sont faites sur un enfant. Et pourquoi? Parce que ces agresseurs-là ont parfaitement conscience que ce qui peut faire parler un enfant est assez basique dans ses réactions, c'est-à-dire que s'il a très mal, il va parler. Il va avoir, d'ailleurs, excusez-moi, je reviens un petit peu en arrière. Faites l'expérience si vous avez des enfants en bas âge, en maternelle. Mon chéri, ma chérie, comment s'est passée ta journée? Vous verrez que ce que va vous raconter votre enfant, c'est là, je suis tombée, je me suis fait mal au genou. Un tel m'a tiré les cheveux ou m'a embêté. L'enfant va vous faire la chronologie d'une mémoire sensorielle. Sur cette choc émotionnel, enfin, ce qui va créer une émotion. Voilà. Et donc, il va être incapable de vous restituer une leçon ou une situation qu'il a vécue avec un camarade en détail, si ce n'est que le camarade lui a tiré les cheveux et ça lui a fait mal. Ça, ces prédateurs en ont parfaitement conscience. Ce qui va amener l'enfant à parler et à dire que quelque chose s'est mal passé, c'est la douleur. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de douleur chez l'enfant. Je suis désolée de vous verbaliser des choses comme ça. Mais c'est la réalité. Dire des choses. Et donc, souvent, quand des parents me disent, ou quand j'entends des enquêteurs, ça me fait bondir, poser la question à l'enfant, est-ce que tu as eu mal? Et quand l'enfant va dire non, et qu'on m'écrit noir sur blanc, c'est donc la preuve qu'il n'y a pas eu de pénétration, je bondis. Parce que une douleur physique peut aussi s'atténuer avec le temps, mais que surtout, ce sont des agressions où les douleurs physiques ne sont pas là, telles que nous, on peut se les représenter en tant qu'adultes, parce que ces agresseurs savent parfaitement. Je vous entends plus tout d'un coup. Là, vous m'entendez? Oui, c'est bon, ouais. J'ai entendu la fin de la phrase, mais ça baissait. D'accord. Comment ça se passe lorsque le parent veut absolument porter plainte au détriment de l'enfant? Est-ce que dans toutes les situations, vous allez jusqu'à la plainte? Il y a deux questions dans votre question. Oui. Je vais commencer par la deuxième. Il y a des situations où on va faire le choix avec le parent de ne pas aller à la plainte. Parce que la révélation, en tout cas la prise de conscience, parfois c'est le parent qui est plus rapide en fait dans sa prise de conscience de ce que peut vivre un enfant. C'est ce que j'appelle une forme d'éveil un peu trop précoce du parent à une situation. C'est souvent, là on est dans des situations où on parle d'inceste, de climat incestuel, de famille incestuelle, où le parent, la mère en général, va diagnostiquer à travers des petits bouts de son enfant ou de petites attitudes quelque chose de très sexualisé qui se met en œuvre sans qu'on soit encore au stade de l'agression et de l'acte positif, je dirais, commis sur l'enfant. C'est ce qu'on appelle le climat incestuel. Des climats incestuels, il y en a énormément en France. Oui, on en parlait avec Soraya Desmourard frère sur cette atmosphère incestuelle. Mais qui dit climat atmosphère ne dit pas forcément inceste. Oui. Et donc, souvent, moi, je dois gérer au cabinet des situations où on vient identifier beaucoup trop tôt sur le plan judiciaire, par rapport au temps judiciaire, une situation qui est extrêmement dangereuse en tant que telle, où l'enfant va pouvoir peut-être évoquer des guillis de papa sur la pépette, j'ai pu entendre ça, sans que pour autant on puisse mesurer à ce moment-là que l'enfant l'ait perçu comme autre chose que du guillis,
et qu'on n'est pas dans un stade où il faut quand même vous rappeler que l'agression sexuelle, il faut quand même démontrer en France l'intention chez l'auteur d'être dans une intention sexuelle, qu'il y ait une notion de contrainte, etc., etc. Oui, on est toujours sur la loi de contrainte, menace, surprise ou Exactement. violence, qui dans le cas des violences sexuelles sur mineurs, et il n'y a souvent aucun des 5, puisque Voilà. l'enfant est en lien avec... Voilà. Alors souvent, moi, je joue sur la surprise. Oh. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette notion de climat incestuel fait que beaucoup de mamans, par méconnaissance et mauvais accompagnement, vont déposer plainte alors qu'on est, entre guillemets, qu'au stade du climat incestuel. Mm-hmm. Et donc, ne va jamais être en capacité, ni l'enfant en capacité de verbaliser quelque chose qui relève de l'acte positif d'inceste et qui est répréhensible par la loi. Et c'est là où la machine judiciaire, elle est extrêmement dangereuse. C'est parce qu'avoir dénoncé sur le plan judiciaire ce climat-là, c'est là où tout va se retourner contre elle et que nous arrivons dans des situations où les enfants vont être dans un transfert de garde chez le père, voire même placés chez le père ou placés chez d'autres tiers, parce qu'il n'y aura jamais d'éléments objectifs appréhendables d'un passage à l'acte. Et donc, c'est là où moi, en tant que professionnel, en tant qu'avocat, il va falloir, et c'est toujours très, très dur, amener cette mère ou ce père à lui dire, oui, je suis d'accord avec vous, nous avons tous les ingrédients de quelque chose qui relève d'une atmosphère, mais on n'est pas dans l'infraction et donc je ne peux pas vous aider à déposer plainte sur ça. Et j'ai mis en place ce que j'appelle le processus extrajudiciaire. Ça veut dire qu'avec quelques professionnels de notre réseau, nous estimons qu'il est encore possible, quand c'est pris très précocement, de pouvoir travailler et avec le père et avec la mère dans l'identification de ce climat-là, d'amener l'enfant immédiatement à rencontrer un professionnel et avec sa mère et avec son père pour que cet enfant puisse avoir le sens critique suffisant pour identifier ce qui relève du geste normal ou anormal de papa, de normal ou d'anormal de maman, qu'un tiers se mette en fait dans cette relation parentale, dans cette dynamique familiale, dynamique marquée du sceau de l'inceste. Et donc, nous travaillons en extrajudiciaire avec ces professionnels. Et moi, mon travail est de mettre en place des protocoles pour venir sécuriser la place du thérapeute, la place de l'enfant, éventuellement d'amener la mère à être sécurisée en disant, voilà, la mère a pris tel thérapeute, elle ne va pas dans le cadre de 2 mois d'évaluation de l'enfant, ne pas la remettre, le père en a été informé. À quoi sert ce système de prise en charge extrajudiciaire? On a pu remarquer depuis 5 ou 6 ans que beaucoup de pères se sont investis et d'eux-mêmes, avec l'aide des thérapeutes qui ont pris conscience en fait du climat incestuel, vont pendant quelque temps lâcher tous leurs droits sur leur enfant, de peur en fait d'être dans l'alimentation de ce climat-là. En tout cas, et quand ça ne fonctionne pas, on a pu remarquer qu'on diminuait sérieusement les saisines par le père ou la mère qui étaient attaqués des juridictions et donc on a moins en fait de judiciarisation et donc de risque pour le parent qui a identifié cette situation-là de se venir, d'avoir la privation de son enfant par une décision de justice. Et quand ça ne fonctionne pas et que l'autre parent saisit, nous avons au moins sécurisé, on a construit un dossier. En tout cas, le parent qui dénonce peut apporter plus tard la preuve devant un juge que non, il n'a pas fait ça par-dessus la jambe, que oui, il est allé voir des professionnels, que oui, il a essayé de travailler avec l'autre parent. Ça vient sécuriser sur le plan judiciaire, je dirais, la place de ce parent qui dénonce. Vous parlez de famille et au téléphone, on avait parlé de ce lien d'attachement qui est finalement très important même pour l'enfant. Quel est le rapport, quel rapport à la justice en tant qu'institution et le lien d'attachement que l'enfant peut avoir avec ses parents? Parce que ma question est pas claire. J'ai pas saisi. Alors,
Est-ce que la justice s'intéresse en tant qu'institution au lien d'attachement entre le parent et son enfant lorsqu'elle prend en charge toute cette judiciarisation? J'ai essayé d'y répondre parce que je ne vois pas quel est le cas concret. Peut-être que je vous en avais parlé, mais là, ça ne me revient pas en mémoire. Le lien d'attachement dans un cas est-ce que vous avez un exemple? Parce qu'autrement, je ne vais pas y arriver. Je vais partir dans l'explication. Le lien d'attachement. Alors déjà, est-ce que vous pouvez parce que c'est vous qui m'en aviez parlé, est-ce que vous pouvez me définir ce qu'est le lien d'attachement et comme ça, je pourrais reprendre par rapport à ça. Alors, le lien d'attachement, c'est un enfant qui va investir son parent et que ce parent va être la ressource de sécurité suffisante pour l'enfant, pour l'aider à grandir, pour l'aider à évoluer, pour l'aider à parler. Le lien d'attachement, il est extrêmement important à regarder et à déterminer, puisqu'il y a des liens d'attachement qui sont des liens positifs qui amènent l'enfant à grandir et à se détacher de son parent. Et il y a des liens toxiques qui vont au contraire être dans, je dirais, l'annulation de ce que peut être un enfant, de sa personne d'enfant, de l'objetaliser. Voilà, il y a des liens d'attachement toxiques et d'autres positifs. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, super. Et comment vous prenez soin quand le lien, quand c'est un bon lien et que ce lien, il est important? Comment vous preniez soin de ce lien d'attachement dans les affaires que vous suivez? Alors, le lien d'attachement, lorsqu'il est bon, il va permettre à l'enfant de grandir, en tout cas de se sécuriser avec l'aide de son parent dans la procédure judiciaire. Sauf qu'à un moment donné de la procédure, le parent peut être amené à s'effondrer, à ne plus avoir les ressources nécessaires pour affronter, je ne sais pas si c'est à ça que vous faites référence, mais en tout cas, ça m'évoque ça, pour affronter le système judiciaire. Et finalement, toutes ces procédures vont mettre en péril le lien qui existait entre le parent et l'enfant. Ça va s'exprimer sous deux façons, et c'est là où moi, je dois être très alerte, et d'autant plus peut-être à ça que vous faites référence. Oui, absolument. C'était par rapport à cette mise en péril, oui. Si la procédure vient mettre en péril ce lien d'attachement, soit le parent se replie totalement sur l'enfant et ne va plus être en capacité de penser la douleur de l'enfant autrement que par sa propre douleur. Et c'est ce qui amène, et j'ai eu malheureusement à le connaître avec un de mes clients, un de mes clients s'est suicidé après avoir tué son enfant dans une situation d'hyperviolence judiciaire où effectivement le système judiciaire est venu user ce lien d'attachement et l'a rendu en réalité toxique. Ce n'était pas le cas au départ. C'est là où l'avocat doit être extrêmement très alerte et beaucoup dans l'écoute de son client sur comment il vit toute la procédure et comment il le vit avec son enfant et est-ce qu'il a toujours cette capacité à différencier sa souffrance et la souffrance de son enfant. Et puis, il y a d'autres situations où le parent, parce que la procédure est trop longue, parce qu'il se prend violence sur violence, va se détourner finalement de son enfant et va être dans une forme d'abandon de la protection de son enfant sur le plan judiciaire. Et là, c'est vrai que moi, ma qualité d'avocat, c'est aussi de faire en sorte de toujours ramener le parent sur le pourquoi du comment il est rentré en procédure. Et c'est l'avantage d'être en pluridisciplinaire, c'est d'alerter le psychologue, le pédopsychiatre d'une situation de procédure trop violente qui impacte ce lien-là et ils doivent prendre le relais. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, je pense que c'est vraiment très important. Et finalement, vous avez aussi répondu à ma première question en partie. Est-ce que la justice, en fait, elle fait attention, elle porte une attention particulière à ce lien d'attachement? Tant mieux. Non, la justice, elle est là dans une logique très froide. La justice, elle a des grilles de lecture très institutionnalisées, c'est-à-dire une enquête sur
une dénonciation d'agression sexuelle, c'est audition de l'enfant, audition du père, audition de la mère, audition de l'instituteur, de l'institutrice, blablabla, jusqu'à finir par celui qui est mis en cause. On ne va pas aller se poser la question de comment l'enfant le vit, comment la mère le vit, et comment ils vont vivre ensemble et quand ils vont rentrer le soir chez eux, tout cela, c'est quelque chose qui n'existe pas. Pareil, lorsqu'il va y avoir l'étape des expertises psychiatriques et psychologiques, à aucun moment ces experts, ou alors on a quand même quelques experts en France, des très très bons médecins légistes et experts psy, mais très peu malheureusement, qui vont eux faire attention, s'intéresser à la qualité, à la nature de ce lien d'attachement pour donner plus de nuances dans leur perception, dans leur compréhension de ce que peut être la parole de l'enfant, et tout en étant dans l'alerte, en disant, OK, là, je ne peux pas aller plus loin, parce que je vais mettre en péril cet enfant, parce que je vais mettre en péril son parent. Enfin, mettre en parent, donc je vais mettre en péril cet enfant. Donc, ce sont des acteurs qui sont en dehors, ou en tout cas en périphérie de ce système judiciaire, qui vont faire attention à ce lien d'attachement. La justice, c'est un rouleau compresseur sur ça. C'est que moi, dans l'ensemble des dossiers, j'ai rarement eu des liens d'attachement qui sont restés les mêmes que ce qu'il y avait au départ. Ça va du parent qui n'arrive plus à voir son enfant autrement que comme une victime. Absolument. Son enfant va pleurer, il ne va même pas se rendre compte, c'est juste qu'il s'est mis le doigt dans la porte, il pleure parce qu'il repense à ce que son professeur lui a fait, ou ce que son père ou ce que son oncle lui a fait, et donc c'est terrible parce que l'enfant est figé dans cette position de victime, il ne peut plus grandir. Nous avons des parents qui vont faire comme si leurs enfants étaient des fantômes, c'est-à-dire que les enfants peuvent hurler, peuvent faire des caprices, il n'y a plus aucun contrôle éducatif sur l'enfant. Et puis, il y a des parents qui vont être dans le rejet physique, c'est-à-dire ne plus se sentir autorisés à faire des câlins, à ne plus vouloir. Bref, ce lien d'attachement, il est impacté, évidemment, par toutes ces révélations, par toutes ces procédures. Et que moi, je ne vois personne faire attention à cela. Alors, est-ce que c'est le rôle de l'avocat? J'ai envie de vous dire, l'avocate que je suis et le cabinet que j'ai fait que souvent, je ne fais que 20% de droit en réalité dans mon quotidien. Disons que je suis celle qui veille à tout ça. Pourquoi vous avez choisi de travailler en lien avec de nombreux professionnels et ce rôle d'avoir ce rôle d'avocat chef d'orchestre, comme vous avez dit au téléphone? Alors ça, je pense que je tire cette ouverture-là de mon parcours de sociologue. Je peux dire que j'ai eu la chance de ne pas faire toutes les années de droit, mais que je pense que je n'aurais jamais pu réussir en réalité. Les études de droit, c'est une forme de formatage aussi de ces étudiants, de façon de percevoir le monde. Il y a la règle, il y a l'application de la règle, il y a le commentaire d'arrêt, ce sont des choses très rigides, très fermées. Les études de sociologie, pendant les 2 premières années, on vous apprend à tout déconstruire. Ce que vous pensez être une chaise, en réalité, vous allez apprendre que ce n'est pas une chaise et vous allez devoir le nommer autrement. Donc, tout n'est que déconstruction, réflexion et apprendre à aller chercher chez les autres des réponses. Et donc, je pense que c'est ce parcours-là qui m'a amenée à ne pas voir le métier d'avocat autrement que ce que ferait un sociologue. J'ai travaillé pendant mes années d'études en sociologie. J'ai travaillé 3 ans auprès d'un juge des enfants. J'ai été bénévole dans les centres de détention. J'étais au groupement des génépistes. Moi, j'ai appris tout ça de l'intérieur, par la sensibilité, par l'expérimentation. Et donc, je n'ai pas été confrontée à cette éducation au cloisonnement. C'est pour ça, je pense que j'ai été en capacité d'aller chercher des autres professionnels, tout simplement. Pourquoi tous les cabinets ne ressemblent pas au vôtre ou ne fonctionnent pas comme le vôtre? Alors, je ne dirais pas qu'on est unique. Je pense que beaucoup de confrères, seuls dans leur coin, essayent de faire cela. Je pense que certains nombres d'eux aimeraient. Nous sommes quand même plus de 40 000 à Paris, ce n'est pas toujours évident de se connaître. Et puis j'ai envie de vous dire, d'être aussi une avocate médiatique ne vient pas faciliter le contact avec les confrères. Je pense que nous sommes plusieurs. Après, pourquoi mon cabinet fait que ça? Parce que j'ai rencontré
ce confrère qui faisait la même chose que moi. Mhm. On a eu la chance de s'associer et à la ville, comme on dit, et au cabinet. Mhm. Que je suis une femme aussi, comment dire, qui doit vivre sa robe. C'est-à-dire que quand moi, je suis rentrée dans cette profession, il était hors de question que je mette une robe d'avocat sans être convaincue d'un combat. Et mon combat, c'est celui-là. Et pour être le plus efficace dans un combat, il faut avoir l'humilité de dire qu'on ne peut pas tout savoir et on ne peut pas tout faire. Et j'ai été élevée là-dedans. Donc, je pense que c'est tout ça, en fait, qui fait que ce cabinet, il est aujourd'hui très particulier et qui Mhm. permet cette prise en charge. Et comment on pourrait envisager que ce que vous proposiez devienne la norme finalement dans la prise en charge par la justice des enfants victimes de maltraitance? Écoutez, c'est le travail que je me suis donné là, aujourd'hui, hier et dans les prochaines années. Euh, Je ne dis pas que nous avons la meilleure des méthodes de travail, mais nous avons pour avantage de toujours se poser, en, comment vous dire ça? La protection de l'enfance. Nous sommes des bons protecteurs que si nous sommes capables à chaque fois de nous renouveler, de créer. Un enfant n'équivaut pas à un autre enfant. On ne peut pas faire de règles, on ne peut pas faire de généralité dans la protection de l'enfance. Il y a des règles de bon sens, il y a des consignes et des conseils de bon sens. Mais chaque enfant a son individualité, chaque enfant se renouvelle et est en perpétuelle évolution. Ça nous oblige, nous professionnels, à être dans une position extrêmement créative. Vous avez vu le cas des enfants souffrant d'un handicap. Si on n'avait pas ce potentiel de créativité, que de ramener le Lego, de s'asseoir par terre, de pouvoir crier, de pouvoir rentrer en contact avec cet enfant, c'est un enfant qui n'aurait pas pu être protégé, qui n'aurait pas pu avoir le soutien d'un avocat et de toute une équipe. Je crois que la meilleure des méthodes, c'est ne jamais être seul, travailler en commun avec plusieurs professions autour de l'enfance, et c'est de ne jamais se dire que la méthode trouvée est un acquis. Il faut se renouveler en permanence, s'interroger en permanence et toujours partir de l'enfant, de son environnement, pour se poser des questions de comment on peut l'accompagner, comment on peut le conseiller. Toujours partir de l'enfant pour après chercher à trouver des solutions sur nos connaissances de droit ou autre. Ne jamais partir de ce que le droit dit pour savoir éventuellement s'il peut s'appliquer à l'enfant. Or, dans les études de droit, ce qui a été toujours une vérité, c'est vous partez de la loi et vous l'appliquez au cas d'espèce. Mhm. Moi, ma logique dans notre cabinet, c'est on part du cas d'espèce et on voit quelle est la loi, quel est le système qu'on peut, quelle est la procédure ou pas de procédure qu'on peut lui appliquer. Ok. C'est toute cette créativité, mais je fais le vœu que dans quelques mois, dans quelques années, nous soyons plusieurs à nous réunir et à chercher quelque peu à créer peut-être quelque chose de plus gros qu'un simple cabinet ou de petites structures comme ça, éparpillées. Comment vous êtes reçue par vos collègues? Vous en parliez un peu tout à l'heure, mais vous, en tant que femme aussi, face au patriarcat qui parfois règne dans le milieu de la justice? Alors, d'être une femme, je sais pas comment vous dire. je crois qu'on perçoit les choses aussi différemment en fonction de la maturité que nous prenons. Oui. Je crois que c'est un atout que de vieillir dans cette profession. Donc, je me félicite chaque jour d'avoir une petite ride supplémentaire parce que je sais que j'aurai moins de problèmes à me fondre dans la masse de mes confrères. Non, blague à part, c'est pas simple d'être une femme chez les pénalistes. C'est pas impossible. Je dirais que le contact est le plus compliqué, c'est avec mes consorts. Mhm. Puisque dans ce monde-là, il faut souvent être plus homme que l'homme lui-même pour se faire entendre. En tout cas, c'est une croyance, une représentation qui se délivre de génération d'avocat en avocat, alors que je n'ai pas le sentiment que ça soit forcément une réalité. En tout cas, c'est quelque chose qui s'inculque. Voilà, moi, j'ai commencé auprès d'un ancien ténor qui m'a toujours dit qu'il fallait gommer cette féminité-là, qu'il fallait avoir une voix grave, presque qu'il fallait que je sois un homme pour avoir ma place. Mhm. Qu'en réalité,
finalement, cette féminité, elle a toute sa place. Ça peut être un tout, ça peut être un inconvénient. J'ai appris avec le temps à avoir plus d'assurance. Finalement, ce n'est pas le regard des autres. Votre question, c'est comment les autres vous regardent et comment vous le vivez. Je crois que il faut savoir en prendre la distance et savoir s'affirmer. C'est le seul message, c'est que je sois une femme, que je sois un homme, je dois juste affirmer en fait l'avocat que je suis. J'ai fait le choix d'être de mes modes d'expression. Après, il est sûr que en termes de popularité, je ne suis sûrement pas la meilleure personne sur laquelle il faut viser au sein du barreau de Paris, mais voilà, est-ce que c'est ce qui est le plus important? Je ne sais pas. Ce n'est pas toujours facile, c'est vrai. On n'a pas toujours la maturité et le recul nécessaire. Il y a 2 ans, j'ai très mal vécu ces invectives que j'ai pu avoir et des injures aussi. Maintenant, je suis plus sereine. Voilà, parce que tout ce côté pluridisciplinaire, de travailler aussi avec Rodolphe fait que je peux davantage avancer et être sereine dans le mode d'exercice et dans le mode tout simplement dans l'avocate que je suis. Avant de passer à ma dernière question, j'ai 2 questions de spectateurs. La première, c'est par rapport à l'aliénation parentale. Il y a plusieurs personnes qui demandent comment vous faites pour défendre cette accusation du syndrome d'aliénation parentale, pour le prononcer en entier. Comment ça le défendre? C'est-à-dire, comment vous faites pour le contrer quelque part quand il apparaît sur... Alors, le syndrome d'aliénation parentale, c'est un peu une particularité, et je pense que Hélène Romano ou d'autres pourraient Oui, mieux on en en a parler. beaucoup parlé avec Patrick Jean de la Loi des Pères. Oui. C'est un peu une particularité française. Oui. Ça a été à la mode. On a pu parler à d'autres moments de syndrome de Munchausen par procuration. Peut-être que ça vous parle aussi. Oui. Bon, alors, c'est une grille de lecture qui est très classique, hein, et les magistrats ont beaucoup ça à la bouche, en l'aliénation parentale. Je m'accroche et d'où à l'histoire et à la dynamique en fait familiale. D'où toute l'importance en fait dans le cadre de mes consultations du temps que je prends à comprendre qui sont les parents, quelle est la place de l'enfant, parce que c'est cette compréhension très fine de cette dynamique, de ce système familial qui va me donner les armes, les mots nécessaires pour anéantir cette théorie de l'aliénation parentale. Pourquoi cette théorie, elle prospère? Parce qu'en justice, il n'y a pas de temps qui est pris pour comprendre ces dynamiques et ces systèmes familiaux. La justice navigue dans la caricature. Les grilles de lecture sont caricaturales parce que le temps judiciaire, il est celui d'enchaîner les dossiers, d'amonceler de la paperasse. Dans les équipes éducatives et sociales, dans les enquêtes sociales, le temps n'est également plus au rendez-vous. Le professionnalisme n'est plus. Et aujourd'hui, tout s'écrit sous le prisme du conflit parental, de l'aliénation parentale, du pervers narcissique, du syndrome de Munchausen. Voilà, on a quand même quelques étiquettes assez redondantes. Voilà. Et la seule façon de les contrer, c'est de bien connaître le système dans lequel l'enfant est aux prises. Et parce que vous aurez les mots et que vous aurez la capacité, dans un temps restreint et qui suit du temps judiciaire, de venir nuancer et donner tout ce détail-là, vous serez à même de combattre ces théories-là. Ok. Beaucoup de personnes vous remercient dans les commentaires pour votre réponse. J'ai une autre question de Flore qui dit « Je suis tombée sur une avocate de la partie en face qui a téléphoné pour menacer l'association qui m'a aidée. Est-ce normal de mettre la pression sur des associations ?» Non, non. Et puis, si ça devait être le cas, je ne peux qu'inviter cette personne à saisir le bâtonnier de Paris. Voilà, je pense que ça répond à la question de Flore. Et ben on va finir sur une dernière question, un peu plus ouverte. Quel futur voyez-vous dans la justice et les violences sexuelles sur mineurs, Maître Grémont? J'ai combien de temps pour y répondre? Prenez votre temps. Je ne ferai pas un tableau noir. Je crois que j'ai beaucoup dénoncé et je dénoncerai encore tous les dysfonctionnements qu'il y a dans la justice.
Aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de personnalités, magistrats, avocats, psychologues ou autres, qui sont remplis d'envie, de créativité pour faire avancer les choses. J'ai rencontré des brigadiers, des brigades de mineurs extraordinaires. Aujourd'hui, je pense qu'on peut avoir un avenir à partir du moment où on arrête de travailler chacun dans son coin. À partir du moment où on comprend qu'il faut décloisonner, qu'on a tout à apprendre à travailler ensemble, à ne plus se cacher derrière un secret professionnel, à ne plus se cacher derrière des étiquettes de profession. Et je crois que ça, c'est possible. En parlant avec des confrères, en parlant avec vous, en voyant votre forum, je connais quand même quelques personnes qui ont été interviewées sur votre forum, en décloisonnant aussi tous ces colloques où il n'y a que des psychologues, où il n'y a que des avocats. Voilà, j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, la justice va devoir faire face à tout ce mouvement qu'il y a, et citoyen et professionnel, d'une volonté de travailler et de réfléchir ensemble. Je crois en cette possibilité de travail et la justice devra suivre. En tout cas, le chemin est encore long, les obstacles sont rudes et hauts, mais on en parle plus. Et déjà, le fait d'en parler plus, c'est déjà un grand pas. Moi, quand j'ai commencé dans ce métier, il y a maintenant 10 ans, on n'en parlait pas. Il n'y avait pas des forums comme le vôtre. Il y avait de la médiatisation, mais qui était très ponctuelle et sous mode fait divers. C'est un peu moins le cas aujourd'hui, même si c'est encore très sur fait divers. Il y a tous les réseaux sociaux. Je crois que la parole citoyenne est venue beaucoup plus sur le devant de la scène. Bref, on est sur une avancée. Maintenant, les avancées en la matière, ça va prendre 1 à 2 générations. Il faut être patient. Et oui, et ça, c'est la règle première et la qualité première d'un avocat, et j'invite tout le monde à la voir. Merci, Maître Grimaud, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Demain, nous recevons Anne-Hélène Moncani, psychiatre en milieu pénitentiaire, et à ce titre, elle prend en charge les auteurs de violences sexuelles. Elle est également présidente de la Fédération française des CRIAFS de France, qui sont les centres de ressources et d'information pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles. Cette vidéo sera disponible très prochainement en replay, et moi je vous dis à demain, 20h. Merci encore, Maître Marie Grimaud. Merci, bonne fin de soirée à vous tous. Au revoir. Au revoir.